Bonjour. J'ai choisi de vous parler ce matin de la sculpture à Florence. Il y a une exposition à Paris qui n'a pas pu se tenir, intitulée L'âme au corps, qui suivait d'ailleurs une autre exposition de 2013. Les deux parcouraient ce siècle, ce Quattrocento, commencé avec d'ailleurs de la sculpture vers 1401, des concours mis, disons, à l'enchère par la municipalité, jusqu'à Michel-Ange. C'est formidable cette évolution de la sculpture qui est plus impressionnante peut-être même que celle de la peinture. J'étais un adolescent quand j'ai fait mon premier voyage culturel à l'étranger, à Florence, et j'ai été totalement séduit par l'architecture dans le site avant de vraiment m'enthousiasmer pour la peinture. Et ce n'est qu'après quelque temps que j'ai découvert la richesse et la nouveauté de la sculpture. Après, j'ai amené des centaines de gens pour apprécier comme moi et partager ce plaisir de Florence. Et de plus en plus, j'ai considéré, enfin on peut considérer en analysant l'évolution chronologique, la précocité du travail des sculpteurs, la précocité de la sculpture dans le développement d'une véritable renaissance des arts en ce siècle. Voilà. Alors, il faut un peu raconter l'histoire. Il y a d'abord une période de grandes épidémies, les plus importantes et les plus longues qu'on ait constatées en Occident, qui débute en 1348. On parlera parfois de grande peste, mais ce sont des épidémies qui commencent d'ailleurs par la Méditerranée, avec des virus importés de l'autre côté. Et ça va durer en gros jusqu'en 1360, c'est-à-dire que il y aura des répits et des reprises et des variants. Et bon, vous pouvez imaginer qu'à l'époque, on ne se bat pas, on peut se réfugier à la campagne. Et encore, bon, l'épidémie va détruire la population européenne de un tiers même dans certains endroits, la moitié. Mais ça repart avec une population moindre, certainement très dynamique, d'autant plus, un essor économique et financier qui concerne des activités modernes, avec une classe moyenne qui s'impose par rapport à l'aristocratie foncière et par rapport au clergé. Elle devient vraiment la classe la plus importante. Et dans le contexte qui nous intéresse, en Italie, c'est à partir de l'agriculture et puis surtout de l'élevage, du textile, c'est vrai aussi pour l'Europe du Nord, et du capitalisme qui s'organise pour le commerce. Ce capitalisme, d'ailleurs, développe ses règles et ses lois et ses désirs, c'est de se représenter, de faire connaissance et de maîtriser un monde concret par le réalisme qui va des mathématiques à la représentation, la géométrie à la géométrie dans l'espace. Donc il y a toute une mentalité nouvelle qui se précise pour agir sur le monde dans un esprit d'individualisme tout à fait original. On va développer de nouveaux outils à partir de nouveaux critères. On va assister à une recherche pré-scientifique indépendante de toute théologie et rejetant disons, certains dogmes ou provoquant un aménagement jusqu'à ce qui sera d'ailleurs la période d'une véritable contestation de l'Église et d'une réforme. D'ailleurs, l'Église est en crise de 1378 à 1417, c'est le grand schisme. Il y a donc une division au sein de la chrétienté à l'époque catholique. Alors, cet essor économique et financier se traduit par des mouvements sociaux, bien sûr. Dans des villes comme Florence, qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la révolte des humbles contre la mise en place d'un gouvernement, d'un regimento qui opère le cadastre, qui fait peser un certain nombre d'impôts très lourds sur des gens qui les supportent mal, et ce tumulte, cette révolte des Ciompi, va être écrasé en 1378, après quoi rien ne s'oppose à la mise en place d'un nouveau système qui a ses qualités, mais effectivement, sur le plan social, c'est la domination du popolo grasso sur le popolo minuto,
Et ce sera donc un certain nombre d'institutions contrôlées par les grandes familles. Dans ce contexte, à Florence, comme d'ailleurs dans d'autres villes avec des nuances de définition, va s'installer un gouvernement municipal à partir d'élections de quartier, qu'on appelle la seigneurie, qui est un seigneur collectif de 8 membres pour 4 quartiers, et il y aura 14 corporations de métiers avec des règlements très stricts pour l'enseignement et la pratique du métier, qui se comporteront par ailleurs comme des commanditaires, plus tard des mécènes, pour orienter, disons, l'urbanisme, l'art, de plus en plus d'ailleurs l'art privé, la commande d'un véritable mécénat, et qui manifestent l'un et l'autre une véritable transformation, c'est-à-dire une sorte de recours à l'humanisme antique et à ses valeurs ou à ses critères pour faire pièce à la tradition ou les habitudes médiévales. D'ailleurs, ce modèle antique, ça permettra un programme, c'est-à-dire que le mécénat privé prendra une coloration humaniste en se référant à des philosophies, par exemple la virtu, c'est-à-dire le courage à l'antique, des héros antiques contre la vertu, pas contre la vertu, mais à côté de la vertu, le laboratoire d'une culture moderne qui est en même temps un mensonge. Parce que les Médicis, par exemple, qui vont s'imposer peu à peu à partir de 1434, en contrôlant le réseau majoritaire à Florence, se réclament de l'humanisme et ne le pratiquent pas. Ils pratiquent une véritable dictature, mais les apparences, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le soft power, les apparences qui permettent aux Médicis une véritable diplomatie moderne, leur donne un visage donc d'humanisme libéral. Voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut connaître avant de passer à l'examen des œuvres. Alors, dans une première partie de ce siècle, l'important, c'est la réalité. La réalité à travers la fenêtre, comme on dira à partir d'Alberti, c'est-à-dire le découpage de l'espace et l'organisation par la géométrie d'une perspective, avec d'ailleurs des nuances très, très subtiles. Brunelleschi, Ghiberti et Donatello sont d'ailleurs à peu près contemporains et ils sont les trois artistes majeurs. Brunelleschi va échouer dans les premiers concours de sculpture, mais réussira à placer la coupole de la cathédrale. C'est la réponse à un véritable défi. Ghiberti va recevoir une commande majeure en 1401, c'est de là qu'on peut faire démarrer le siècle dans la modernité de la sculpture, et Donatello combinera, d'ailleurs il collaborera avec l'un et avec l'autre, combinera et totalisera ces modernités, ces nouveautés dans la statuaire. Et puis Nanni di Banco et Michelozzo, à la génération suivante, sont très directement liés aux initiatives précédentes. Alors, la porte du paradis, c'est la porte est du baptistère de la cathédrale de Florence, réalisée par l'atelier de Ghiberti, qui a gagné le concours contre Brunelleschi à l'époque, et ça durera 24 ans, parce qu'il s'agit de 10 panneaux extrêmement, enfin minutieusement sculptés et dorés, et qui établira définitivement la réputation de cet atelier, et en particulier de cet artiste, Lorenzo Ghiberti. Alors, dans le même temps, les 14 corporations de métiers commanditent, sur la demande de la seigneurie, commanditent des statues pour les niches de l'église d'Or San Michele, qui est une église sur un ancien jardin, Orto, et qui est une église consacrée à Sainte Anne. Il y a d'ailleurs une réputation miraculeuse dans une certaine chapelle. Et c'est en 1404, c'est la même période. Donatello commence aussi dans ce contexte, mais il a réalisé pour des commanditaires privés, en particulier les Médicis déjà, des David, le premier et le deuxième. Le premier a disparu, mais on a d'autres sculptures de cette période, 1410, et ça va jusqu'en 1444, les réalisations de sculptures de Donatello. Ghiberti et Donatello donc font des statues de saints aussi pour d'autres commanditaires, et on peut les considérer ensemble, même s'ils ne rivalisent pas directement. Et puis Donatello, alors, avec Della Robbia, dans un challenge, Della Robbia est plus jeune, il a commencé également à être influencé par Donatello et Ghiberti, mais il va, d'une manière très originale, s'exprimer à son tour dans les années 1430-1440. Pendant ce temps, Brunelleschi a répondu au défi
pour réaliser une coupole de la cathédrale à 107 mètres de hauteur. Alors on peut commencer par l'étude de ce concours de 1401 pour la porte du baptistère, concours qui est organisé par Kalimala, c'est-à-dire la corporation du textile. On voit ici ce que Ghiberti a fait de la commande, c'est-à-dire le sacrifice d'Abraham qui a accepté de sacrifier son fils à la demande de Yahvé. Et dans la composition de Ghiberti, quadrilobée sur le modèle d'une première porte réalisée de l'autre côté, c'est-à-dire à l'ouest au sud, par rapport à ce baptistère, il y avait le modèle d'Andrea Pisano, quadrilobé, et on a suivi le même découpage, tout en insérant à l'intérieur un système différent, beaucoup plus moderne dans le réalisme des mouvements en particulier. Donc on voit ici Abraham qui est en train littéralement d'affronter, même presque, il est sur le point de décapiter son fils. L'ange lui arrête le bras et il y a deux serviteurs ici avec un âne. La commande est très précise pour le dessin. On va voir que Brunelleschi fait la même chose. C'était le contraire, c'était Ghiberti, Brunelleschi à gauche et Ghiberti à droite. La différence entre les deux, elle est mince. D'ailleurs, on a pensé qu'ils avaient été quelque temps ex aequo, mais finalement, c'est Ghiberti qui l'emporte parce qu'il a représenté une bien meilleure anatomie d'Isaac, parce qu'entre Abraham et Isaac, il y a une distance encore importante et pas une sorte de décapitation prématurée, parce qu'il y a davantage de signalement d'espace, et que l'ensemble a été fait d'une seule pièce, ce qui est beaucoup moins cher à réaliser et à dorer. Brunelleschi avait réalisé, lui, la combinaison sur 7 pièces. Alors, Ghiberti l'emporte et on voit dans le détail la qualité extrême de ce personnage d'Isaac qui anticipe sur ce que sera le David de Donatello 30 ans plus tard, et on voit aussi toute la finesse du visage, des cheveux, des vêtements à l'antique, et pas du tout selon le modèle médiéval, et on a l'impression vraiment qu'on est passé dans un autre système, d'autant qu'on n'est plus dans le haut relief, mais véritablement la ronde bosse, c'est-à-dire une véritable sculpture adossée pour certaines figures, en particulier pour Abraham et Isaac, même si ce n'est pas le cas pour tous. Donc on est dans une modernité reconnue qui fait de Ghiberti à l'époque l'artiste le plus célèbre de Florence. Il vient de finir la deuxième porte qu'il a réussi au point qu'on lui attribue, disons, la commande importante pour son atelier de la troisième, et je vais vous les montrer. Bon, voilà, revenons sur Brunelleschi et voyons ses imperfections. Cette décapitation donc prématurée, ces morceaux séparés qu'il a fallu couler et dorer séparément. Bon, en tout cas, on a gardé le modèle de Brunelleschi sans lui donner la palme. Brunelleschi, d'ailleurs, rivalise avec son ami Donatello, qui est un peu plus jeune. Ils sont allés à Florence, ils sont allés à Rome, et Donatello y reviendra plusieurs fois. Ils ont parcouru les ruines de la ville antique, ça commence à être à la mode, c'est pour leur inspiration, au sujet de l'anatomie en particulier, de tout ce qui peut rester. Et il y a ici un magnifique Christ sculpté de Brunelleschi, qui est à Santa Maria Novella. Et on voit toute l'élégance, toute la qualité de cette composition dépouillée, réaliste, qui est une réponse de Brunelleschi à une sculpture commandée à Santa Croce à Donatello, qui avait voulu jouer sur le caractère modeste et rustique d'un Christ très humain. Brunelleschi lui a répondu en réalisant une statue qui est peut-être plus moderne à nos yeux, en tout cas où le Christ apparaît plus élégant et plus stylisé, dans une nudité tout à fait qui nous suscite l'empathie, plus que l'observation. C'est le moment où Masaccio, c'est le moment pas tout à fait, c'est le moment presque. Masaccio a 20 ans de moins et c'est le moment de la peinture.
C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a longtemps cru ou ce qu'on a longtemps dit, ce qu'on voit à Florence parce qu'on est sensible à la peinture qui est colorée, qui est plus facile d'accès dans un premier temps, c'est de cette fresque de Santa Maria Novella dans une chapelle que l'on fait commencer la Renaissance picturale avec de très beaux effets de relief, de perspective dans l'espace, avec en particulier ici le plafond à caisson, l'arc en plein cintre, les pilastres avec des chapiteaux corinthiens, tous ces éléments empruntés à l'Antiquité, avec 3 niveaux, d'ailleurs les pilastres extérieurs, les pilastres intérieurs avec chapiteaux ioniques, à l'extrémité ici du plafond à caisson, une composition d'espace totalement reprise de l'Antiquité, avec au centre un Christ à la manière de Donatello, c'est-à-dire misérable, suscitant l'empathie, mais aussi la majesté du Père qu'il recueille dans l'arc en plein cintre, dont le geste, enfin les bras prolongent l'arc, la colombe entre les deux, la Vierge et Jean qui sont les intercesseurs, et les commanditaires en bas, dans des coloris d'ailleurs opposés. Et puis, au-dessous de tout, un sépulcre à l'antique, avec un squelette et une inscription qui dit « J'ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis ». C'est une nouveauté considérable pour ce jeune peintre qui a à l'époque à peu près 25 ans et qui malheureusement va disparaître très tôt. Masaccio. Il arrive dans la foulée, dans la droite inspiration suscitée par les sculpteurs Donatello, Ghiberti et Brunelleschi. Voilà ce fameux baptistère, nous revenons au baptistère, cette porte est, dite porte du paradis. On a ici le nord, là le sud, et la porte du sud avait été réalisée par Andrea Pisano, l'atelier des Pisano, disons à Pise, l'atelier principal qu'on a appelé les Pisano, sont au XIVe siècle, c'est le plus important, et ils se dispersent également dans les villes de l'extérieur, enfin dans toute la Toscane. Et il y a ici, dans ces séquences de la porte sud, tout un descriptif de la vie de Jean-Baptiste, puisque ce baptistère était autrefois une église dédiée à Saint Jean-Baptiste, qui a été transformée en baptistère quand on a construit la cathédrale. Et voilà à gauche, donc, cette réalisation de Ghiberti qui va relayer la réalisation de Pisano. Au XIVe siècle, Andrea Pisano voyait éléments quadrilobés et très peu d'éléments de relief, très peu d'éléments de dynamique. Au contraire, quand en 1401, pour la deuxième porte, Ghiberti réalise cette composition, il insère des éléments de relief, des éléments de dynamique sur le modèle du premier volet mis au concours que nous avons vu. Et il sera requis pour continuer pour une troisième porte. Alors évidemment, ça n'est pas tout à fait explicite, on ne les voit pas à côté. Celle de Ghiberti a le mérite d'être dorée par rapport à celle de Pisano. Il faut contourner le bâtiment pour aller trouver l'autre. Et effectivement, si on les compare, on voit Andrea Pisano, c'est très schématique. Le Jourdain est réduit à une sorte de voile pour le baptême du Christ, même s'il y a de la ronde-bosse, c'est-à-dire si les éléments apparaissent sculptés avec un assez fort relief. Ça reste de l'ordre du symbole artificiel. Alors chez Ghiberti, c'est un peu plus, ou beaucoup plus. Le baptême du Christ ici est beaucoup plus, disons, humain, réaliste. On s'y retrouve et il y a aussi un élément de relief qui permet de situer les choses sur la terre. Voilà la différence entre les deux. Elle n'est pas majeure, elle va le devenir. On peut assister là à une sorte de passage. On pourrait développer dans un atelier de sculpture la description des différences. Les toges, le relief relatif du Christ en ronde-bosse, presque, enfin, qui se détache du fond, et l'ensemble où davantage d'éléments de paysage apparaissent. Alors c'est plus impressionnant dans d'autres quadrilobes, dans d'autres sculptures de ces compositions.
il y a en particulier ici l'Annonciation. On voit nettement le mouvement d'un ange vêtu de toge. C'est moins évident pour Dieu et la colombe, quoique la colombe est aussi stylisée. Et la Vierge est sous un portique dont la géométrie est très nettement mise en relief pour souligner son geste ou pour inscrire son geste dans un espace qui est l'espace de la Terre. Ghiberti est félicité, plébiscité, et on lui commandera la quatrième, en fait, la troisième porte, il n'y a pas de quatrième. Ici, c'est l'aspect, enfin, ce qu'on découvre en arrivant, c'est-à-dire sur la Piazza di Michelangelo. On voit cette ville aujourd'hui avec tous ces monuments terminés au XIVe siècle pour ce qui est du Campanile, dont le plan avait été fait par Giotto. Il y a ici, on ne le voit pas, mais enfin, le fameux baptistère est de ce côté. Et puis la cathédrale, il Duomo, n'a été terminée en façade qu'au XIXe siècle, mais elle existe déjà quand on développe les portes du baptistère, et surtout on met au concours la réalisation d'une coupole qui sera un octogone avec 8 nervures coiffé par un lanternon réalisé de 1420 à 1436. Réalisé par l'architecte Brunelleschi, celui qui avait échoué, enfin qui avait perdu le concours de 1401 dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a ici une explication de ce travail. Vous la voyez, magnifiquement situé dans le paysage qui nous séduit à l'arrivée de chaque voyage vers Florence. Il y a un certain nombre d'artifices. La hauteur totale sera de 107 mètres. Le lanternon sera réalisé plus tard sans trop de difficultés. Mais il y a surtout, sans échafaudage, une coupole appuyée sur des petites coupoles annexes, réalisée donc par une sorte de miracle de mathématiques et de mesures prévues. On avait d'ailleurs, ces rivaux de Brunelleschi avaient estimé que la coupole s'écroulerait. Elle tient toujours sur 53 par 45. Un diamètre qui n'est pas circulaire. Il n'y a pas d'échafaudage. Il y a 8 nervures posées sur une base octogonale. Entre ces 8 nervures, des anneaux décroissants à double coque, alors des anneaux décroissants en taille, séparés, enfin je veux dire plutôt enserrés dans une double coque de briques. Et ça suffira à maintenir la solidité. Tous les éléments y concourent. Les nervures, les anneaux décroissants, qui sont tous décalés légèrement, avec une grande subtilité mathématique, et les épées portants, ensuite, sont soutenus par de mini-coupoles. 4. C'est un véritable défi. Et on n'a jamais rien fait de tel. Oui, peut-être au Panthéon à Rome, c'est le modèle revendiqué par Filippo Brunelleschi. Le Panthéon de Rome, dans l'Antiquité, avait un certain nombre d'éléments comparables et il avait tenu, donc il a essayé, Brunelleschi a réussi à retrouver les secrets de l'Antique et encore des secrets très très réservés dans l'Antiquité qui n'offrent pas beaucoup d'exemples de ce genre. Revenons au baptistère. La porte que nous avons vue d'abord, celle de Pisano ici, c'est la porte sud. La porte nord, c'est la première porte, le concours de 1401, dont nous avons vu les éléments. Et puis en 1420 ou 24, enfin à peu près à la fin du travail de 1401, il y a donc la deuxième réalisation de Ghiberti, la porte dite alors proprement dit du paradis, c'est-à-dire celle qui vraiment a suscité l'admiration de Michel-Ange qui l'a baptisée ainsi. Et on y retrouve les histoires. Alors ici, c'était la vie de Jean-Baptiste, là, c'est l'évangile, la vie du Christ, mais c'est encore ici, sur un plan plus général, la Bible qui est signalée par non pas 24, mais 10 carrés, au lieu de ces 24 quadrilobes allusifs, 10 séquences moyennes, d'à peu près 1 mètre, et très structurée dans un relief très diversifié. De la ronde bosse à l'épaisse, plus épaisse, jusqu'à le bas-relief le plus mince. Il y a au sommet un baptême du Christ par le sculpteur
postérieur, le sculpteur du début du XVIe siècle, Jacopo Sansovino. Là voilà, 6 mètres 3 par 3 mètres. Il faudra encore 25 ans, autant que pour la porte précédente, pour réaliser ces panneaux en atelier avec leurs annexes. Notamment parmi leurs annexes, le portrait du chef d'atelier Lorenzo Ghiberti. Et on le voit, ils sont par là, les réalisateurs. On a donc ces compositions très structurées, comme des peintures. Et on est en 1425-52, c'est-à-dire que Masaccio, le premier des peintres qu'on considère comme le peintre du réalisme géométrique de la Renaissance, n'a même pas, en 1425, il commence à travailler. Et il n'ira pas aussi loin que les réalisations sculptées, on dirait presque à la manière des orfèvres. D'ailleurs, Ghiberti, comme la plupart des sculpteurs de l'époque, avait aussi une formation d'orfèvre. La création et la chute. Alors, c'est formidable qu'on y trouve tous ces motifs, la création par Dieu de l'univers, d'Ève, enfin, le sommeil d'Adam, la création d'Ève, magnifique nu, audacieux d'ailleurs, malgré la petite taille, bon, on n'a pas encore vu de nu dans la peinture, la tentation et la chute, l'expulsion. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est l'anatomie, c'est ensuite la composition très habile des séquences, disons, de l'histoire en séquences narratives, et la variation depuis le relief proprement dit, c'est-à-dire la ronde-bosse, comme on dit, c'est-à-dire la sculpture de statue ici, avec un dos, avec d'ailleurs une Adam derrière, jusqu'à cette allusion très fine de relieve schiacciato, c'est-à-dire d'un relief à peine signalé, très léger, pour manifester d'une autre façon la perspective en profondeur. Alors plus les personnages sont en relief, plus ils sont proches, plus ils apparaissent proches et d'ailleurs font de l'ombre. On va développer, c'est Ghiberti le premier, Donatello le fera systématiquement, cet effet de relief estompé, de relief schiacciato, cassé, qui apparaît ici dans la tentation, en particulier sur le personnage d'Ève qu'on distingue à peine par rapport à l'autre côté où on distingue justement ces sculptures. C'est une réussite et c'est une nouveauté. Alors on voit que c'est peut-être moins effectif, enfin non, c'est moins effectif, peut-être pas, mais en tout cas moins détaillé pour l'histoire d'Abraham qui reçoit la visite des anges, les nourrit, il reçoit aussi le commandement de Dieu de sacrifier son fils et il va essayer de sacrifier Isaac, on l'arrêtera en chemin, mais nous connaissons déjà cette composition qu'il a beaucoup édulcorée, puisque là on voit que le geste d'Abraham est très loin du coup d'Isaac. Et puis, dans une troisième séquence qui est ici, hein, donc les serviteurs avec l'âne, bon, c'est moins important, mais ça permet de susciter le relief que confirme une allée d'arbres et le relief des rochers. Dans l'histoire d'Ésaü et Jacob, on trouve, alors là, c'est peut-être l'élément le plus nouveau, la perspective architectonique, c'est-à-dire l'inscription de reliefs à trois niveaux qui structure littéralement les séquences, avec d'ailleurs des personnages parfois superflus. On a la naissance des jumeaux suggérés, Jacob et Isaac, mais c'est Ésaü. Ésaü est arrivé le premier, donc il a le droit d'aînesse, mais il va le céder. On voit ici Ésaü qui va partir à la chasse, tandis que Jacob reste, mais que la mère de Jacob et d'Ésaü est en train d'ici de monter le stratagème qui permettra, enfin, sur le visage de Jacob, qui permettra, sur le visage, pardon, de Ésaü et Jacob, de Jacob, oui, et Isaac va se tromper, il est vieux et aveugle, et donnera le droit d'aînesse définitivement à Jacob, qui s'en va ici à son tour à la chasse. Bon, l'histoire, je peux m'embrouiller un peu, vous la retrouverez facilement. Et on a là un descriptif qui permet bien sûr aussi un commentaire et un sermon, puisqu'à l'époque, les images servaient aussi à soutenir le développement des discours de la pastorale. Alors, plus spectaculaire et peut-être moins intéressant, c'est le Joseph et ses frères.
Joseph a été vendu par ses frères, c'est une anecdote que vous retrouverez également, qui l'ont enfermé dans un puits, d'où il a ensuite été délivré. Il a fini par arriver en Égypte auprès du pharaon et il a un don, c'est d'élucider les rêves. Il élucidera le rêve du pharaon sur les vaches maigres et les vaches grasses. On fait des réserves pour affronter la période de la crise future et à ce moment-là, l'Égypte regorge de richesses. On vient de loin pour se les approprier. C'est à ce moment-là que les frères qu'il avait trahis, les frères de Joseph et sa famille arrivent auprès du pharaon, que Joseph les éprouve et puis se réconcilie. C'est toute une histoire qu'on étudie, bien sûr, très intéressante, qu'on étudie dans l'Exode et que vous connaissez un peu. En tout cas, vous pouvez vous recourir là aussi à des sources bien connues. Donc, on a ici en sculpture les personnages secondaires. On a au deuxième plan, dans une structure architectonique très précise et très originale, qui n'est ni romaine ni médiévale, le pharaon et ses conseillers. Tandis que là, on pourrait dire presque dans le relief schiacciato, l'abandon de Joseph dans le puits par ses frères, et dans un relief à peine plus fort, la réconciliation et les retrouvailles. Et puis celui-ci est assez connu aussi, enfin, l'intensité du doré, enfin du plaquage or n'est pas très visible sur les diapositives qui sont d'origine variée. Donc ici, c'est beaucoup plus lumineux si on s'approche de l'original qui est au musée de la cathédrale, puisqu'il y a des copies sur la porte actuelle, la porte est du baptistère. C'est la rencontre de Salomon et de la reine de Saba, la grande réunion diplomatique de l'empire, disons de Salomon, enfin de l'empire juif, d'Israël à sa plus grande extension à l'époque du Grand Temple, tandis que la reine de Saba vient d'Éthiopie et que ce sont les deux grandes puissances de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, qui se retrouvent. Alors là, il y a beaucoup de légendes pour parler de leur alliance, je n'entrerai pas dans ces détails, mais voyez la structure. Sculpture au premier plan, au relief au deuxième, et on peut dire relieve schiacciato à l'extrémité. 3 niveaux de relief. C'est à ce moment-là, non, c'est 20 ans plus tard. C'est comme tout à l'heure pour Masaccio, avec le décalage d'une génération que l'on va retrouver le même sujet traité par un peintre novateur, Piero della Francesca. La reine de Saba, il paraît dans son itinéraire, est tombée en arrêt devant les piles d'un pont, les piles de bois d'un pont, et son élucubration faisait penser donc à du bois sauveur, du bois rédempteur. C'est le bois de la croix, ça c'est la légende de la vraie croix, illustrée par Piero della Francesca en plusieurs séquences à Arezzo, en Toscane. Donc la reine de Saba, habillée d'ailleurs dans le costume médiéval de l'époque, enfin qui est en train ici de tomber en arrêt devant les piles de ce pont. Et puis on passe sur une autre image, basculement d'image, basculement des personnages. On est dans une structure de temple à l'antique, supposé être le temple de Salomon, qui accueille la personnalité très importante, enfin la reine de Saba, avec ses suivantes. On voit bien que la structure, l'organisation, la géométrie, le découpage et même le réalisme jusqu'à un certain point correspondent à la même modernité que les représentations de la porte du paradis. Or San Michele, Saint-Michel au jardin, c'est un bâtiment qui est transformé en église avec disons une icône miraculeuse de Sainte Anne et autour, dans des niches constituées à la fin du XIVe siècle, les corporations vont être sollicitées pour placer la statue disons, référentiel, en général le saint patron de ce métier. Effectivement, aujourd'hui, on peut en voir la plupart in situ. Vous voyez par exemple le Saint-Georges de Donatello, qui est ici l'une des premières réalisations de cet artiste qui sera par la suite extrêmement fécond. La commande est de 1404. Je vous montre ici ce qu'on peut trouver aussi dans les reliefs des prédelles, enfin on pourrait dire de la partie inférieure qui supporte la statue. Ici, pour la corporation des constructeurs, Nanni di Banco a représenté donc les phases du travail, ce qui implique un réalisme double. Un réalisme dans les attitudes,
même on pourrait dire la diversité des visages, et les phases d'une sculpture. Première et deuxième phase de la sculpture. C'est un soubassement par rapport à, ici vous avez le soubassement du Saint-Georges par exemple, et là le soubassement de ce que nous voyons maintenant. Très précis, d'une sculpture descriptive comme pourrait l'être une peinture. Alors les 4 Romains, les 4 saints couronnés sont, d'après la tradition, 4 Romains chrétiens qui ont refusé d'exécuter une statue d'Esculape à l'époque de Dioclétien, qui ont été martyrisés et jetés en mer dans des cercueils de plomb en l'an 287. Ce que nous voyons, c'est littéralement ici le soubassement que j'ai montré tout à l'heure et les 4 saints couronnés qui se disposent dans une niche dont l'espace est nettement circonvenu, enfin manifesté, avec des éléments qui sont empruntés à l'Antiquité. Le fronton, les pilastres, enfin tout ce qu'on peut voir, et le réalisme du détail distingue la physionomie de chacun, étant habillé chacun de toge à l'antique. Ce Nanni di Banco est un sculpteur important, mais moins important peut-être pour la suite que Donatello, qui réalise ici la première, enfin on pourrait dire le premier effet spectaculaire, même s'il est un peu érodé aujourd'hui, de relieve schiacciato, technique qui se rapproche beaucoup de la peinture. On voit Saint-Georges et le dragon dans un très fort relief. La princesse qu'il délivre, princesse de Trébizonde, selon la légende, qui est aussi en relief par rapport à tout le reste. Deuxième relief, la grotte d'où est surgi le dragon. Et puis tout le reste suggéré avec des effets de moins en moins évidents, de moins en moins, disons, sculptés, de plus en plus légers, de relief schiacciato. Et au-dessus, à peu près 50 cm, au-dessus, il y a la statue gigantesque du patron. Saint-Georges. Pour la corporation des armuriers, je vous ai montré aussi sa statue et sa stature. C'est un héros à l'antique, qui n'a rien d'un saint chrétien. Les saints chrétiens étant d'ailleurs la plupart du temps adossés et pas détachés comme une sculpture à 100%, avec un regard ambitieux, moderne, à partir d'un modèle. On retrouvera, c'est le début d'une évolution qui culminera avec le David de Michel-Ange. Je reviens sur ce relief schiacciato pour en montrer la précision. La princesse, plus loin Saint-Georges, plus loin le dragon, plus loin le cheval, plus loin la grotte et encore beaucoup plus loin les arbres, un descriptif extrêmement minutieux. Alors, c'est Masaccio que nous retrouvons, 1425, comme tout à l'heure, pour ses réalisations. Malheureusement, il n'a travaillé que de 1420 à 1428. Et il y a très peu, c'est la chapelle de Santa Maria del Carmine, la vie de Saint-Pierre, qui est son œuvre principale, enfin plusieurs fresques. Et il a ici réalisé le tribut de Saint-Pierre. Jésus est interpellé à l'entrée de Capharnaüm pour payer le péage et il demande à Saint-Pierre d'aller pêcher un poisson, enfin d'aller pêcher. Saint-Pierre obéit, un peu interloqué d'ailleurs, et il pêche dans le poisson, il trouve une drachme pour payer le douanier. On a 3 séquences bien séparées, comme tout à l'heure dans les portes du paradis, enfin la porte du paradis surtout de l'Est, qui est commencée en 1424. Il y a donc ici une composition à plusieurs figures, à plusieurs espaces. Voilà l'espace le plus lointain, l'espace central, et un flash toward, un espace projeté vers le spectateur, avec des personnages plus grands, plus volumineux, avec également l'organisation des bâtiments plus nette que l'arrière. Donc il y a toutes ces nouveautés qui apparaissent dans la peinture petit peu plus tard que dans la sculpture. Ici, c'est tout de même le début dans la peinture, confirmées ici, dans la peinture, par les couleurs qui s'opposent, qui donc permettent une plus grande distinction, et par les visages, tous différents, avec une grande individualisation des figures. Alors là, sur le point du fond, on pourrait dire individualisation et, disons, symbolique capitaliste. Il s'agit de faire son devoir et de payer l'impôt. À la même époque, 10 ans plus tard, dans une sculpture en marbre qui est un peu abîmée aujourd'hui, Donatello va plus loin.
pour représenter le banquet d'Hérode. Malheureusement, bon, on peut estimer que c'était beaucoup plus lisible à l'époque. Il y a la danse de Salomé. Le banquet d'Hérode, bon, on pourrait considérer qu'il y a plusieurs moments. Les bourreaux qui sont là. Salomé qui apporte la tête du prophète et une spectatrice qui se détourne. Tandis que ce que nous voyons, pour l'essentiel, c'est la structure d'un bâtiment compliqué qui se développe avec ses rampes, ses escaliers et qui suggère vraiment une sorte d'itinéraire d'entrée, de parcours. On n'avait jamais fait ça en sculpture avant Donatello. Alors, c'est aussi par rapport à la peinture de 20 ans plus tard, avec Piero della Francesca, comme on l'a vu tout à l'heure pour la Reine de Saba, qu'on retrouve en peinture le même genre d'innovation, c'est-à-dire le double espace, un espace actuel. Bon, le cardinal Bessarion qui parle au duc d'Arezzo de son fils, je n'entre pas dans le commentaire d'explication, c'est de la peinture, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, et qui lui parle des malheurs de l'Église, et éventuellement d'entrer dans une nouvelle croisade. Et qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte ça. C'est comme une bulle dans les bandes dessinées. Il raconte le malheur de l'Église, de l'empereur paléologue qui vient d'être battu, la conquête de Constantinople, et par référence mentale, c'est le Christ qui est de nouveau flagellé, sous l'égide d'ailleurs d'une sculpture de l'époque romaine, avec des piliers de la tradition gréco-latine, une composition d'architecture avec des piliers, des pilastres et des voûtes, très typiquement à l'antique. La sculpture a initié ce que la peinture des plus novateurs continue. Cette sculpture du jeune Donatello, c'est un jeune prophète, pas très dégourdi. Il a quand même un costume à l'antique, mais il est encore structuré et on peut dire schématisé à la manière médiévale, plutôt d'une symbolique médiévale, et il ne bouge pas beaucoup. Quand Donatello réalise 3 ans plus tard un de ses premiers David, on voit qu'il y a une évolution très nette dans le visage personnalisé, dans le costume très soigneusement organisé, dans un geste de déhanchement articulé, et c'est déjà donc de la nouveauté avec référence à l'antique. Dans quelques dates, entre 1409 et 1415, entre ce David avec la tête de Goliath par terre et la fronde qui est tombée, et le Saint-Georges, il y a une affinité très forte et l'affirmation d'un héroïsme, l'héroïsme de la virtu, dont le mot n'est pas encore apparu dans les textes théoriques, mais c'est bien cela qu'il s'agit. Ce ne sont pas d'abord des saints pieux, ce sont plutôt des combattants du bien. Et en même temps, ils sont structurés, proportionnés, dégagés dans un geste et éventuellement, donc, on en devine l'esquisse du mouvement. Alors, à l'époque, Ghiberti, pour la Corporation des banquiers, toujours à Orsan Michele, réalise un Saint-Matthieu. Et quand il réalise ce Saint-Matthieu, il innove. C'est un morceau très important de 2,72 m de haut. Il est sévère, il est campé comme un philosophe, d'ailleurs drapé à l'antique, et il arbore l'Évangile. C'est une sorte d'Aristote qui arborerait l'Évangile. Alors c'est une statuaire lourde à l'antique, et l'audace et les moyens de Ghiberti, celui-là même qui avait réalisé comme un orfèvre, qui était d'ailleurs en train de finir à l'époque avec son atelier, la Porte du Paradis, donc qui était capable des deux extrêmes. Il a choisi le bronze et il a coulé en bronze une statue qui est extrêmement lourde, qui doit faire 500 kilos, ce qui est une performance. Bien sûr, elle tient toujours, même si on peut considérer que c'était un peu dommage de donner, disons, une telle importance au métal. Et Saint Donatello réalise Saint Ludovic à une commande du parti guelfe, du parti favorable au pape dans les conflits de la société de l'époque, qui est riche, mais il a trouvé l'astuce, Donatello. C'est-à-dire qu'il
Il compose des parties assemblées, dorées par immersion au mercure, qu'il plaque sur un mannequin. Ça pèse 3 fois moins. C'est un petit peu moins cher, mais c'est doré au mercure, par immersion au mercure, c'est quand même très luxueux. Mais l'astuce de Donatello, à ce moment-là, consiste à recouvrir un mannequin de plaques. Vous voyez la majesté, l'importance de ce saint qui est très apprécié dans les milieux pontificaux. C'est le prince de Toulouse qui s'était converti et qui avait pris donc l'habit religieux. Plus tard, Donatello réalise les prophètes pour l'étage central du campanile de Giotto. Et il les représente à différents âges. Le plus célèbre et le plus réussi, celui qui permet de considérer la suite du travail de Donatello, c'est Habakkuk, qu'on appelle d'un surnom lo Zuccone. Et là, le marbre est un peu abîmé, c'est l'original. On voit que ce visage est d'un réalisme absolument, disons, stupéfiant, dans son âge mûr, avec cette fatigue, avec peut-être déjà ce sentiment de colère. On voit aussi le geste qui s'esquisse sous la toge. C'est une réussite d'une modernité nouvelle qui s'affiche déjà en 1425. Donatello ira beaucoup plus, vous voyez, ce visage fatigué, abîmé sans doute par le temps, mais déjà fatigué, interrogatif, inquiet, et qui voit le pire dont il va parler dans ses prophéties. Donatello fera mieux peut-être dans le genre avec cette Madeleine en bois qui est peut-être sa dernière œuvre sculptée, qui représente l'ermite, l'érémitisme, le tragique de la concentration donc dans la prière de l'ermite Madeleine, Marie d'Égypte, enfin qu'on a confondu avec Marie-Madeleine. On la retrouvera tout à l'heure. C'est dire l'éventail, la richesse du répertoire de Donatello dans ses sculptures depuis les David et les Saint-Georges jusqu'à Habakkuk et Marie-Madeleine. Alors, Donatello est également un très bon initiateur, on pourrait dire presque professeur. C'est sous son influence que le tombeau de Jean XXIII, un antipape dans le temps du schisme, a été réalisé, Michelozzo, sous l'influence de Donatello, a pu réaliser, donc ils ont pu tous les deux combiner des éléments de l'Antiquité, des éléments du Moyen-Âge pour réaliser un mausolée radicalement nouveau qui sera beaucoup imité jusqu'à Venise au XVIe siècle. On y trouve des piliers avec chapiteaux corinthiens. On y trouve des pilastres, ici. On y trouve des représentations donc symboliques à la base, tandis que le sépulcre est placé au centre, et le sépulcre, il est à la romaine, avec une inscription donc dans la tradition de l'Antiquité. Alors on a l'exposition du corps, ça c'est un peu plus original, médiéval, et puis ici un arc plein cintre, dans le plein cintre, donc comme dans l'Antiquité, où l'on retrouve la Vierge et l'enfant sous un dé, à la manière du Moyen-Âge. Donc un combinatoire de formes en relief, architectonique, sculptural et à la limite de la représentation donc la plus fidèle, dans cette réalisation très originale, très particulière, qu'est le tombeau réalisé en commun par Michelozzo et Donatello. Ils reprendront pour 2 ou 3 expériences leur collaboration et puis Michelozzo volera de ses propres ailes. Mais Donatello a été son patron à l'origine, on peut dire son professeur. Ce Michelozzo, on le connaît, c'est rare, on n'a pas de peinture de Donatello. C'est Fra Angelico, Fra Angelico qui est un peintre contemporain des réalisations, qui 15 ans plus tard, en 1443, le représente dans un de ses tableaux les plus célèbres, la déposition du Christ. Et voyez le réalisme, au passage, voyez le réalisme de la peinture de Fra Angelico, qu'on ne considère pas assez, parce qu'on voit surtout ce qu'il a apporté par rapport à la lumière. Michelozzo, volant de ses propres ailes, si je puis dire, sous l'influence de Donatello, réalise le tombeau de Aragazzi, qui est un notable de la région. Et ce tombeau, malheureusement, aujourd'hui, est dispersé dans plusieurs endroits, Londres, Paris et sur place, en Toscane. Alors, il y a donc dans Bartolomeo Aragazzi est enterré, mais on a beaucoup d'éléments de détail.
enfin au-delà de la forme principale, qui évoque la modernité. Vous voyez ces sculptures d'une famille qui est probablement une allusion à la famille du défunt, avec cette grande précision dans la diversité des figures, et des âges et des mouvements. Michel Lozzo. Michel Lozzo a fait aussi ces anges sur le même tombeau, mais ils ne sont pas au même endroit. Les anges ont pris, se sont envolés ailleurs. Et ces anges à l'antique, enfin oui, à l'antique, parce qu'ils n'ont pas des têtes d'anges. Je veux dire, on dirait des personnages de sages, de saints, qui auraient simplement laissé pousser des ailes, qui se concentrent dans leurs prières, qui portent la toge. Et ils sont uniques en leur genre. Ils étaient posés sur le tombeau, ils ont été détachés, il y a eu des ventes successives, mais ils sont uniques en leur genre. On ne trouve pas d'autres anges de cette envergure, de cet âge, disons, juvénile, pas des enfants, pas des poutis, pas des angelots, et en même temps avec une certaine gravitas. Des angelots, justement, voilà un spiritello. On a demandé, enfin, il existait dans l'Antiquité des portes torchères, c'est-à-dire des petits personnages, souvent d'ailleurs des poutis avec des ailes, qui n'étaient pas des anges chrétiens, qui étaient simplement des enfants, portant ici de quoi poser une torche ou une grande bougie. Ils étaient en général associés à certains éléments du chœur des chapelles ou éventuellement posés sur des mausolées. Alors ici, on a cet exemple. C'est au moment où Donatello et Luca della Robbia sont commandités pour faire des tribunes de chanteurs, des sortes de cantori, comme on dira, et ce petit personnage tout à fait réjouissant a été réalisé à ce moment-là, donc 1439, et représente une nouveauté, ou plutôt la reprise christianisée d'une représentation très particulière à l'Antiquité gréco-latine. Les deux cantoriers, c'est-à-dire les deux tribunes de chanteurs face à face dans le chœur commandé pour la cathédrale, pour le Duomo de Florence, en même temps au vieux, enfin si on peut dire, Donatello et au jeune Luca della Robbia qui a lui aussi quelque temps travaillé avec lui. Donatello est au centre, est au cœur pratiquement de cette époque. Il est le modèle et il est souvent l'enseignant, celui qui forme et celui qui donne confiance pour une commande commune. Donc ici, Luca della Robbia est plutôt un débutant. Il a aussi travaillé avec Ghiberti. Finalement, c'est un groupe assez étroit, une même famille qui a développé la modernité de la sculpture toscane dans ce demi-siècle. Et c'est entre 1431 et 38 que les deux vont ériger avec concertation deux tribunes où se placeront les chanteurs totalement différentes dans le détail, puisque dans l'une on voit les chanteurs et dans l'autre les danseurs, que l'une est plus moderne dans le réalisme des figures et l'autre est peut-être plus moderne dans l'organisation d'une dynamique, un mouvement. Les deux sont effectivement des morceaux, au musée de la cathédrale bien sûr, ils ne sont pas conservés sur place, des morceaux extraordinairement importants et modernes. Et modernes par rapport à tout le Moyen-Âge. Alors il y a une inscription « Louer le Seigneur dans la musique » avec la cithare, et louer-les dans les tympans, enfin une allusion à les trompettes. Tout est détaillé dans la musique et les instruments qui sont ici représentés. Instruments variés et surtout attitude, debout, en léger mouvement de danse, assis en repos, et on va les retrouver ici donc dans la précision, on peut dire, de tous les détails du chœur tels que c'est souligné par les inscriptions qui font allusion aux instruments. C'est un répertoire, on pourrait presque dire, de la modernité sur donc 3,28 m de haut et 5,60 m de large. C'est très important. Cette tribune, on pouvait y prendre place donc en quantité, qui manifeste ce qu'on peut faire de mieux dans le réalisme du haut-relief.
vous pouvez apprécier, peut-être pas sur place, on n'a pas le temps, mais dans des reproductions, vous pouvez apprécier la variété. On dirait que ce qu'ils chantent, ben, c'est presque le développement ici d'une phrase musicale à partir de leur mandoline, de leur petit orgue, psalterion, de leur lyre, ainsi de suite. Très, très importante réalisation, disons, à l'échelle intime et infime. Parce que nous avons vu d'une part les réalisations d'orfèvres de la Porte du Paradis, d'autre part les grandes statues d'Orsan Michele. On se trouve ici entre les deux. La boucle est bouclée. Avec le rilievo schiacciato, que Luca della Robbia n'ignore pas, la statuaire pratiquement de ceux qui se détachent, et la variété d'une attitude très soigneusement reproduite. Donatello, c'est à peu près du même format, un petit peu plus grand dans 5,70 dans la largeur, a choisi un parti pris très différent. Il a projeté en avant des colonnes détaillées presque en simili tuiles, enfin en simili pointillés, on pourrait dire ici, des colonnes artificielles qui n'ont pas de chapiteau particulier, sinon dorique, enfin on peut dire très, très simplifié. Et c'est derrière ces colonnes en trompe-l'œil qu'il nous montre le mouvement déchaîné, la danse extrême qui continue à travers les compartiments, les 4 compartiments et les 3 ou 4 sous-compartiments de ces personnages entraînés, on peut le supposer, par une musique qui n'est pas ici représentée, qui est peut-être celle d'en face. Décoration à l'antique en bas avec des plaquages d'or, mosaïque d'or. Ici, la soi-disant mosaïque est composée d'éléments de noir et blanc qui constituent une sorte de fond et de moyen de distinction, de la même façon que sur la frise supérieure, qui est une frise d'amphore, dont les éléments feuilles d'acanthe et amphore sont des éléments très directement empruntés à l'Antiquité. Ce sont 2 morceaux de choix, là aussi, qui marquent un renouvellement. Dans tous les domaines, on s'aperçoit d'un renouvellement qui décide d'organiser un réalisme, une composition des lieux, une composition des figures, en opposition, enfin en distinction totale avec la symbolique, l'emblématique très particulière du Moyen-Âge. Les codes du Moyen-Âge ont disparu. En gros, c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Avec la Grande Peste, on est passé de l'ancien monde à un nouveau monde. Ça a été bien sûr très lent, mais ce qu'on va chercher désormais, c'est la nouveauté. Et c'est la nouveauté adaptée à un esprit individualiste qui vise au réalisme et à imposer donc ces valeurs qui seront plus tard décrites comme les valeurs du capitalisme bourgeois. Le reliquaire de la ceinture de la Vierge, c'est amusant. On adorait enfin une relique de la soi-disant ceinture de la Vierge qui aurait été confiée à saint Thomas. Et saint Thomas l'aurait léguée, on ne sait pas par quel moyen elle est arrivée jusqu'à nous, dans un reliquaire. Le reliquaire construit, organisé par Maso di Bartolomeo, dans cette période du milieu du siècle, est un reliquaire à l'antique, avec des putti assez grossiers qui s'amusent à la base, avec la constitution de la base du reliquaire de façon très classique, et ici une inscription en latin dans des ailes. Enfin, il n'y a rien de chrétien dans ce reliquaire, il n'y a aucune allusion, aucune forme de la tradition chrétienne quand il est refait, ce reliquaire, pour mettre la ceinture de la Sainte Vierge qu'on ne sort qu'à l'occasion de quelques grandes fêtes, en 1448 par Maso di Bartolomeo. Alors on en arrive en 1440, vous voyez, c'est la moitié, enfin c'est un peu plus de la moitié pas tout à fait la moitié, mais un peu plus du tiers de ce siècle, l'œuvre qui est, disons, emblématique. C'est de même que la Vénus de Botticelli est 40 ans plus tard. Le David de Michel-Ange, le David de Donatello ici, qui est au musée du Bargello aujourd'hui, qui a été commandité par les Médicis, est très important. D'abord une taille, 1,58 m, qui est une taille humaine, d'adolescent. Ensuite, par la nudité sensuelle, le déhanchement, l'exhibition sans complexe du corps avec ses parties sexuées,
Il y a les bottes, oui, c'est quand même quelqu'un qui est allé se battre. Mais le chapeau est un chapeau de dandy, hein. Enfin si, on n'emploie pas le terme à l'époque. C'est un chapeau d'artiste. Le personnage, le modèle, a été un ragazzo de ces qu'on payait pour être modèle dans les ateliers d'artistes, désormais dépourvus de toute pudeur médiévale et qui valorisait le corps à la mesure du platonisme, c'est-à-dire de l'Antiquité. Le corps est l'image sans doute de la divinité pour les chrétiens, mais il est caché et on se méfie du corps, de la chair. Tandis que dans la philosophie antique, l'amour platonique, c'est la contemplation de l'absolu, de la beauté. Donc ce personnage est un peu ambigu, on ne l'appellerait pas David s'il n'avait pas son glaive et la tête de Goliath par terre, c'est un modèle de beauté masculine, comme plus tard la Vénus de Botticelli le sera pour la beauté féminine. On a peine à croire qu'il a tiré, qu'il est tout petit, il a encore un caillou pour sa fronde dans une main, il vient de trancher la tête après avoir tiré sa fronde, et on peut en faire un modèle qui sera d'ailleurs discuté, mais ce sont les Médicis qui l'ont commandé, donc sur le marché, les Médicis font, disons, la loi. Cosme de Médicis est rentré d'un exil où on l'avait envoyé en se méfiant de ses ambitions totalitaires ou autoritaires en 1433, il est rentré en 1434, il a eu la majorité, il n'a pas cessé d'organiser cette majorité dans la seigneurie collective grâce à un réseau extrêmement efficace. Et ça a duré au point que son fils Pierre lui a succédé, ainsi que son petit-fils Laurent. Et c'est lui, Cosme, qui a compris, le premier, l'importance du soft power, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de l'influence qu'il pouvait avoir au-delà du textile, au-delà des 8 succursales de la banque des Médicis qui commençaient à prospérer, grâce à l'art. La rénovation de l'art, la commande artistique et l'exportation des artistes et éventuellement d'ailleurs des nouvelles modalités modernes. On peut faire partir cette importance du mécénat des Médicis de ces années-là, et en particulier de ce David, qui a une allure tout à fait réaliste et qui, si on se limite au buste, n'a rien d'un David, d'un héros biblique qui serait David avec ce petit chapeau coquin. Quand je dis coquin, on peut aussi imaginer ce dos, on aurait pu le vêtir, et le déhanchement souligne la qualité de cette anatomie, de cette beauté, de cette valeur désormais que représente la beauté sans allusion du tout au piège de la chair. Alors Verrocchio reçoit une commande probablement aussi du milieu médicéen quelques années plus tard. Vous voyez que c'est plus modeste, le personnage est plus banal et c'est plus plausible. Si la tête de Goliath est la tête d'un géant, le glaive est petit, sans doute, il n'y a pas la fronde, et le personnage n'est pas particulièrement joli. Donc il y a plus de réalisme, mais aussi le déhanchement, l'organisation et les proportions d'une figure moderne. Alors le troisième David, je l'ai mis, on ne peut pas résister, puisque la deuxième partie de l'exposition qui a eu lieu, qui aurait dû avoir lieu cet hiver, devait enchaîner, je veux dire de Donatello à Michel-Ange, sur la fin du siècle essentiellement, et puis le début du siècle suivant. Ici, on a le début du siècle suivant, en 1502, quand Michel-Ange réalise le fameux Grand David sur un morceau de marbre de Carrare jugé impossible. Il réussit à le sculpter en alourdissant la main, en organisant, disons, le déhanchement à partir des épaules et en montrant la visée. Alors le David, pourquoi tellement souvent? Pourquoi si souvent le David? Parce que c'est un emblème de la résistance et de la liberté que Florence aime à manifester comme un symbole. Et il y a d'ailleurs des inscriptions le plus souvent. Sur celle de 1440, je ne l'ai pas dit, mais il y a écrit « Quiconque protège la patrie est vainqueur » en bas. Et il y aura comme ça toujours des références à David qui prétend représenter, enfin dont on prétend qu'il représente la liberté et l'indépendance de Florence, ce qui est un argument politique, parce que les Médicis représentent tout le contraire en 1502. Ils ont gardé le pouvoir jusqu'à, enfin en 1502 ils sont revenus, mais ils ont été chassés en 1494 pour quelques années. Mais l'importance, c'est la revendication par la République après les Médicis et pour les Médicis quand ils reviennent, de cette figure emblématique, comme Marianne le sera
pour la France républicaine. Alors, Michel-Ange fait une statue gigantesque dans une écriture, enfin une composition très différente, le défi statique, la concentration. Et oui, c'est une commande de la République avant le retour des Médicis, comme pour s'assurer d'une continuité dans la symbolique républicaine. Mais cette fois-ci, contre les Médicis qui avaient étouffé la République. Alors, ce défi statique est intéressant parce qu'il montre la concentration et surtout la visée. Dans la deuxième partie du siècle, pour ce qui nous intéresse surtout, en arrivant à la veille du tournant, marqué par les grands personnages que sont Raphaël, Michel-Ange et Léonard, c'est ce qu'on appellera la haute Renaissance, on peut considérer que la tradition, disons, rénovée par Donatello et par Verrocchio, un peu plus tard, Verrocchio qui dérive quand même largement de Donatello, va se déployer grâce à Luca della Robbia et Desiderio da Settignano et quelques autres d'une façon de plus en plus précise et on pourrait dire de plus en plus luxueuse. Alors, des œuvres au passage, l'exportation des artistes qui est importante, Donatello à Padoue, il restera une dizaine d'années du côté de Venise, et il y réalisera la première grande statue équestre. Donatello, dans les années 55-60, réalise la Madeleine en bois que nous avons vue, l'ermite, qui est un modèle aussi d'hyperréalisme, on pourrait presque dire un démarrage du maniérisme. Et Verrocchio, un peu plus tard, qui veut rivaliser avec la Catamellata de Donatello et qui fait une statue équestre du Colleone à Venise. Alors on sait que tous ces gens-là se connaissent, rivalisent dans des défis acceptés et des fois bien voulus, bien sollicités, et qu'ils sont donc en même temps les représentants d'une modernité un peu les uns contre les autres dans des défis qui sont de plus en plus favorables. Ghiberti a formé Michelozzo, Della Robbia, Donatello a collaboré avec tous, formé au début par Ghiberti, et puis il a contribué à former Verrocchio, on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait été l'essentiel, et Desiderio. Donc tous ces gens-là font partie d'un même réseau qui se déploie sur 3 générations, celle de 1420, celle de 2030, 50-60 et 70-80. Cosme de Médicis est revenu au pouvoir dont on l'avait chassé, on l'avait exilé pour un an, et on le voit ici peint par Pontormo au XVIe siècle, dans l'attitude d'un juge, d'un notable, d'un magistrat. Il ne fera partie que 3 fois de la seigneurie, mais il la contrôle totalement, y compris d'ailleurs par un espionnage avec les moyens les plus, disons, sans aucune vergogne, jusqu'au poison. Et on voit ici qu'il est devant du laurier. Le laurier, on le sait à ce moment-là chez Pontormo, c'est la promesse d'une succession par celui qu'on a appelé Laurent, Lauro, qui sera le petit-fils, qui est le petit-fils de Cosme et qui régnera à partir de 1469 jusqu'en 1492. Donatello, dans la fin de sa carrière, raffine encore ses effets. On l'a vu avec la Madeleine qu'on reverra. Avec la Judith, il y a ici l'histoire de Persée sur la base et sur un soubassement triangulaire, on voit Holoferne qui est décapité par Judith. Et c'est la représentation la plus violente de ce sujet, repris plus tard par le Caravage ou Artemisia Gentileschi, sous des modalités plutôt lumineuses. Ici, on voit qu'elle est droite, campée avec son cimeterre, enfin son glaive, et qu'elle va trancher le cou de ce pauvre Holoferne endormi, et qu'elle a contribué à enivrer, et on voit que la tête tourne littéralement, et si on tourne autour de la sculpture, on a un effet de dynamique, disons, dans le relief suggéré. Jusqu'à ses visages grimaçants, on voit que le personnage, qu'on le regarde de ce côté ou qu'on le regarde de l'autre côté, est cassé, que sa tête, littéralement, est en train d'être dévissée, si on peut dire. Alors, je remets la Madeleine en entier, la Madeleine, une des dernières réalisations en bois de Donatello qui insiste sur sa pâleur, sur sa maigreur d'une ermite dans le désert et sur ses cheveux longs. C'est la Madeleine pénitente, si vous voulez, ou c'est Marie d'Égypte au désert, peu importe, c'est le symbole même de la pénitence jusqu'au bout. Donc, un expressionnisme qui s'est largement développé avec la Judith et la Madeleine dans la dernière partie de l'œuvre
très fondamentale de Donato di Bardi, dit Donatello. Alors, les Padoans demandent à Donatello un certain nombre de reliefs sculptés pour un autel à l'intérieur, mais je retiens surtout que c'est la première statue équestre de la Renaissance. On avait perdu le secret de ce qu'on avait fait à l'époque antique, le Moyen-Âge ne s'y était pas intéressé, et voilà qu'un condottiere célèbre, important à Padoue pour Venise, Erasmo di Narni, va être immortalisé sur une commande d'État, ici, à côté de la cathédrale de Padoue. On voit que le cheval tient grâce à un artifice ici, mais il est sur les quatre pattes, enfin la quatrième étant sur une boule, au repos ou presque, mais le mufle du cheval est extrêmement bien déployé et le personnage est campé d'une manière, disons, encore peu expressive. Mais tout de même, c'est un portrait, 4 mètres de haut pour la sculpture. C'est une précision de portrait. Précision aussi pour le cheval. Cette deuxième représentation à droite, c'est un antique qui avait été découvert à ce moment-là. On cherchait beaucoup, on découvrait, c'était la mode. C'est un bronze grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la qualité de ces bronzes grecs qui ont pu inspirer très directement comme modèle les réalisations de la Renaissance dans leur infime détail. C'est le cas de la peinture de l'époque. Si Erasmo di Narni, la composition de Donatello est en gros 1450, on voit que dans la même période, Paolo Uccello, dont on disait qu'il était fasciné par les chevaux et la perspective, représente les 5 modalités de la bataille de San Romano, qui avait vu la victoire des Florentins sur les Siennois. Il nous en reste aujourd'hui que 3. Dispersés entre Londres, Paris et Florence. Et voilà le modèle de Florence. C'est intéressant de voir le répertoire des chevaux, la fascination d'un peintre pour les chevaux qui permettent d'exprimer toute une gamme de mouvements, ici renforcée par une gamme de couleurs à la limite extrême. La perspective est soulignée par les lances, mais on est devant une colline qui permet de l'escamoter en partie. Mais c'est surtout le travail sur les chevaux et tout ce que permettent les chevaux dans la légèreté de la peinture comme dans la pesanteur de la sculpture. Alors ici, pour manifester la gloire des Médicis dans l'arrivée des rois mages, on voit des chevaux avec Laurent le Magnifique qui est signifié en face, la famille, Cosme, son grand-père, Pierre, son père, enfin la famille des Médicis, sur des chevaux. La noblesse, c'est la cavalcade. L'allusion à un concile qui, en 1439, avait réuni les 2 représentants des 2 églises, et le voyage, le parcours, la géométrie d'un paysage schématique, où la peinture et la sculpture, quelque part, se rejoignent. Au relief schiacciato correspondent des proportions et un effacement de la couleur. Verrocchio, quelque temps plus tard, une génération plus tard, répond à une commande, cette fois-ci donc à Venise, à San Giovanni, devant San Giovanni San Paolo, devant l'église Giovanni Paolo, c'est un autre condottiere qui avait servi Venise, qui est représenté donc de façon beaucoup plus agressive, beaucoup plus, disons, en action héroïque dans sa virtu, que tout à l'heure, Erasmo di Narni, on appelait gatamelata, ça veut dire château-miel, ça veut dire diplomate très habile, ça veut dire celui qui est capable de tromper les adversaires. Gatamelata, chatte au miel, c'est le surnom. Alors ici, nous avons Coleone, simplement c'est le nom, et il est grand, one, c'est un diminutif qui marque l'importance. Et voyez, la nouveauté, le progrès, c'est qu'une jambe est en l'air, c'est que le mouvement et l'attitude du cheval est plus affirmée, et surtout le visage du Coleone est très, voyez le cheval avec son réseau de veines, sa décoration de tête, et le Coleone avec son air menaçant et farouche. Il y a là un expressionnisme de la Renaissance qui s'est développé après Donatello, à partir de la Judith et de la Madeleine. Léonard de Vinci, plus tard, voudra faire mieux. Il aurait peut-être pu. Ses dessins marquent ses ambitions. À 6 mètres de haut, et à peu près pour autant, la sculpture devait représenter un cavalier et un vaincu, une sorte de victime.
C'était un travail, une ambition peut-être démesurée, parce qu'il s'agissait de représenter enfin cette situation enfin, avec des préparations très compliquées. Ici, voilà le moule qui devait servir à réaliser la tête du cheval, qui a été la seule partie finie avant l'invasion des Français. Et effectivement, Léonard de Vinci n'a pas pu réussir. Sans doute parce que les événements politiques l'ont empêché, mais aussi parce que c'était trop ambitieux peut-être d'arriver à ce déséquilibre-là. Sur deux pattes le cheval, avec un poids à centrer ici par une étude extrêmement précise, et d'autre part le personnage secondaire, séparé. C'était bref. Voilà, le résultat aurait été le summum des possibilités, aurait été une véritable merveille, et l'arrivée des Français qui ont détruit pratiquement les esquisses et les plâtres qui étaient des brouillons, des préalables, a empêché la réalisation de Léonard de Vinci. On dit que c'est l'un de ses échecs qu'il a le plus regretté. On en est resté donc à ces réalisations magnifiques de la Renaissance par Donatello et Verrocchio. 65 tonnes, il devait peser. Le modèle a été réalisé donc en argile. Alors, dans un autre registre, au sujet de la tendresse, on a ces fameuses madones. Donatello réalise ici la Madone Pazzi dans un marbre où le relief, justement, distinct, depuis le plus mince jusqu'au plus net, représente l'union intime. Et c'est nouveau au XVe siècle, cette intimité qui n'est pas du tout celle des icônes byzantines, beaucoup plus figées, et celle des représentations du Moyen-Âge occidental. Donatello va d'ailleurs affiner les choses avec une terracotta, c'est-à-dire une terre cuite, peinte et dorée. Et ça, c'est très nouveau, enfin c'est très nouveau. De multiplier les terres cuites avec ces dorures, ça permet de vendre des images beaucoup plus facilement parce que ça coûte beaucoup moins cher que n'importe quel modèle. On est à la limite de la peinture, c'est de la peinture, mais sur terre cuite. Donc à mi-chemin entre la sculpture et la peinture, représentant une intimité très proche du coup. Luca della Robbia, qui a travaillé au Cantorier à cette époque-là, juste avant, qui fonde un atelier, son fils sera Andrea della Robbia et ils se feront une spécialité des terres cuites, représente ici aussi une terre cuite peinte. Alors, terre cuite, c'est de l'argile qu'on moule et qui est ensuite recouverte de peinture. C'est peut-être un peu plus solennel que la peinture pour orner une chapelle, mais c'est une forme d'art nouveau qui va être précisé justement à l'atelier des Della Robbia par le procédé du smaltage, c'est-à-dire de deuxième cuisson avec un étain qui est un mélange d'étain et de plomb. Une deuxième cuisson, l'étain et plomb sont disposés sur la sculpture, enfin sur la céramique. On peut y disposer de la couleur, on a un registre de couleur assez limité, et on recuit. Et c'est des formats qui peuvent être assez petits, une matière première qui n'est pas chère, et ça va avoir un succès fou, aussi bien pour les églises que, et de plus en plus, pour les commandes privées. On pourrait dire que c'est un art qui est, de tout ce que nous avons vu, le plus populaire. C'est la Madone au rosier. On l'appelle au rosier, bien que ça ne soit pas des rosiers, mais bon, c'est la Madone aux fleurs, si vous voulez. Cette intimité que partagent la Madone et l'enfant, c'est également très nouveau. Et c'est très nouveau dans la peinture italienne. Peut-être les Flamands l'avaient fait un peu plus tôt. On voit ici, par exemple, c'est au XVe siècle en Italie, qu'on voit la Madone juvénile à partir de modèles de la porte d'à côté, enfin Girl Next Door, pour Filippo Lippi, c'est évident, c'est une religieuse d'un couvent de Prato qui a posé, qu'il a enlevé par la suite pour l'épouser, avec une dispense pontificale, et qui ici représentait en Madone tout à fait plausible, enfin une jeune fille de chez nous, avec des enfants, peut-être pas très réussis ici, mais qui ont de plus en plus d'intimité avec la mère. C'est la mère et l'enfant, beaucoup plus que la Madone et Jésus, qui se développe dans l'intention d'un réalisme du quotidien dans la peinture. Mais vous voyez, on est en 1465, c'est à peu près à la même époque que ce que fait Luca della Robbia. La Madone Bliss, les couleurs sont rejetées à l'arrière et l'intimité est soulignée, plus encore que dans la peinture.
L'Annonciation, alors au contraire ici, bon, l'Annonciation, c'est le jeu des couleurs qui s'illumine littéralement avec ce bleu lapis lazuli. Et nous ne pouvons pas ne pas penser qu'on est dans la génération de Fra Angelico. Un petit peu plus tôt, Fra Angelico représente une annonciation dans son style à lui, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup plus d'importance à la lumière qu'à la géométrie, et qu'on a dans les séquences le développement d'une histoire. Adam et Ève chassés du paradis, compensation, rayon lumineux avec la colombe et investissement de la Vierge à l'apparition de l'ange dans un local qui est un local à l'ancienne. Un local donc d'architecture à l'antique avec le patronage de la figure divine, le Christ. Même couleur, même tendresse, c'est le style suave qu'on définit plutôt pour les peintres, mais la suavité appartient également aux terres cuites stanifères, enfin smaltées de l'atelier d'Ella Robbia. L'enfant tête le sein. C'est très rare et c'est très nouveau au milieu du XVe siècle. Et ce sera affiché et exhibé seulement avec la Madone Lita, qui est probablement une copie de Léonard de Vinci, qui est aujourd'hui à l'Ermitage. Alors, le style suave est représenté essentiellement par Botticelli, vous le savez. Regardez ces personnages presque stéréotypés comme des emblèmes qui sont des anges entourant la Madone et l'enfant. On va retrouver chez un sculpteur méconnu que l'exposition à Paris en 2013 a permis de redécouvrir peut-être un peu, c'est Desidero di Settignano. Voyez la qualité ici, dans ce marbre, d'un relief schiacciato, à peine distincte pour les profils de Jésus et de Saint Jean, qui sont des enfants comme tout le monde, avec juste une allusion d'auréole. On peut penser à Botticelli. Quand vous regardez Simonetta, le tableau de Botticelli qui est au musée de Berlin, peut-être Simonetta Vespucci, on le pense en général, cette acuité, ce graphisme, cette légèreté, ces couleurs, cette personnalisation, on va les retrouver dans des terres cuites ou dans un reliquaire ici en bois de Desidero di Settignano, le reliquaire de Sainte Constance. Ce Desidero est mort à 34 ans, avant d'avoir 35 ans. Et on l'a un peu oublié, peut-être à cause de sa courte vie. Il a réalisé un certain nombre de travaux à côté de Donatello déjà, et il va particulièrement représenter la jeunesse très individualisée, peut-être avec ses commandes, en particulier de la famille Strozzi. Et ici, le buste Sainte-Constance, c'est un équivalent dans la statuaire en bois, enfin dans la sculpture, de Botticelli. Dans la terre cuite, avec un petit défaut malheureusement ici au niveau de la lèvre, vous voyez la qualité de la représentation et la finesse du réalisme individualisé. Marietta Strozzi, qui nous toise du haut de son long cou, et il ne lui manque que les prunelles. Les prunelles et la parole. Elle a un marbre peau, une peau lisse en marbre, une moue un peu arrogante et un visage un peu perché, suspendu. Elle existe. Et celui-là aussi existe, qui n'est pas un ange, qui rigole, qui se moque peut-être d'elle, de la famille, je ne sais pas, elle était peut-être d'une commande collective de la famille Strozzi, et c'est effectivement une réussite très rare, à la fois par la gaieté, par la liberté, contre la solennité ou le caractère figé, que Desidero donne à cette figure d'enfant, pris sur le vif. Alors, le reliquaire de Saint Lorenzo est un véritable modèle. Ce n'est pas le reliquaire, c'est le tabernacle, pardon. Le tabernacle d'une chapelle de l'église San Lorenzo représente une synthèse essentiellement réalisée par Desidero da Settignano. On y voit, donc cette partie a été rajoutée plus tard, on y voit surtout ici la partie centrale, on va examiner la partie centrale, qui est un résumé des innovations de l'époque. Le plafond à caisson, plein cintre, avec deux niveaux, comme chez Masaccio, le Dieu le Père, avec le jugement éventuel, les uns et les autres qui arrivent ici en statuaire, en ronde-bosse, qui surgissent découpés
des portes, les pilastres à chapiteaux corinthiens, l'organisation ici d'une frise d'acanthe, d'autres pilastres extérieurs. Il y a là tout un répertoire de l'architecture et du décor de l'Antiquité repris pour un thème chrétien. Donc c'est un peu la conclusion, la synthèse, la concentration, la synthèse du siècle, de l'évolution d'un siècle de décor architectonique et d'une manière générale de sculpture. On peut comparer aussi à Ghirlandaio, Botticelli pour les sculptures d'un visage et Ghirlandaio à la fin du siècle, à la même époque, qui totalise. Quand Saint François remet ses lettres au pape qui va bénir l'ordre franciscain, c'est le prétexte, ça se passe sur la Piazza della Signoria à Florence, avec la loggia au fond, avec le Palazzo Vecchio, la municipalité, et ça s'inscrit, donc trois histoires. On voit les compagnons de Saint François au XIIIe siècle, devant le pape Honorius III, c'est une référence. On voit les Médicis, Laurent le Magnifique, et les Sassetti, ces fondés de pouvoir, qui attendent que le précepteur amène les enfants à leur niveau, un niveau inférieur déjà. Et on a trois niveaux dans lesquels, qui s'inscrivent l'un dans l'autre, au pied du Marzocco, du petit lion symbolique, et qui manifeste une maîtrise absolue de l'architecture, de l'architectonique dans le domaine de la peinture, en même temps qu'un réalisme des figures. C'est au même niveau de synthèse qu'on peut trouver ces deux formes d'expression. Mais les sculpteurs ont précédé. Alors Nicola de Uzzano, c'est un notable local, peu important, de cette petite ville de Uzzano, que Settignano réalise en terre cuite peinte, et vous voyez la qualité de ce relief et de ce portrait dans les détails. On est au niveau de Donatello, ou de Verrocchio, qui représente ici, dans un bois sculpté, Laurent le Magnifique, sans ignorer d'ailleurs ses défauts, dans un réalisme assez brutal. D'ailleurs, ce sera la fin de l'exposé. On peut voir Laurent le Magnifique avec ce nez pointu et ce menton en galoche, de Prognathe, qui est représenté ici par Vasari. Et c'est intéressant, Vasari 1560, c'est-à-dire 80 ans plus tard. Ce qu'on remarque ici, c'est intéressant parce que ça nous permet de réaffirmer en conclusion le principe de cet exposé, de la sculpture, des masques, des effets, ça renvoie à la virtu, des effets sur la culture et l'expression picturale, sans doute un peu partout, autour de Laurent le Magnifique, qui a été le mécène principal à la suite de son grand-père et qui a commandité la plupart des artistes dont nous avons parlé et qui en a parfois exporté certains. Alors il nous faut conclure, et je crois que d'ailleurs c'est bien l'heure. Voilà, nous avons fait un parcours très intéressant et certainement original dans la sculpture florentine de cette première moitié, surtout enfin, deux premiers tiers du XVe siècle. À votre charge de continuer. Sur Michel-Ange en particulier, c'est dommage que l'exposition parisienne n'ait pas vraiment pu avoir lieu, qui raconte la suite. Et d'une manière générale, il suffit d'aller à Florence pour apprécier au-delà de la peinture, au-delà du site, au-delà d'une architecture très novatrice également qui peuvent mériter, peinture et architecture, des exposés, d'aller à Florence une fois de plus pour se trouver dans le printemps de la Renaissance, à la suite d'une longue épidémie. Voilà. Merci.